Du GDR-RO, nous avons le plaisir d'accueillir Adam Bourou, qui est directeur de programme de recherche sécurité et transactions chez Orange. Donc Adam, je suis ravie de te présenter aujourd'hui, puisque nous connaissons depuis plus de 20 ans. Et heureusement pour moi, parce que s'il fallait venir chercher des informations sur les réseaux sociaux, j'aurais pas eu grand-chose à dire. Pourtant, il y a énormément de choses à communiquer sur tes différentes activités. Donc on connaît tes résultats de recherche et tes activités sur tout ce qui concerne les approches d'optimisation convexes et non convexes, les méthodes de décomposition, les approches de programmation linéaire et non linéaire avec les différentes applications au réseau de télécommunications. Donc, plus particulièrement sur toutes les nouvelles problématiques liées à la virtualisation des réseaux, à la sécurité, à la gestion des incertitudes dans les réseaux. Mais par contre, ce qui est moins connu, c'est les investissements et toutes tes actions sur le plan humanitaire, et particulièrement sur la promotion et le développement de l'enseignement de l'informatique en Afrique et dans les pays en voie de développement. Et on peut mentionner les différents masters en mathématiques que tu as lancés en Afrique, et particulièrement au Bénin, qui continuent à avoir du succès aujourd'hui et à être autonome. Et je peux témoigner aussi que pendant toutes ces années, je t'ai vu vraiment t'investir sur la promotion de la recherche opérationnelle en interne au sein d'Orange, à l'époque déjà quand j'y étais il y a 20 ans, et tu as toujours continué à le faire, mais aussi dans l'autre sens, envers votre communauté académique, en lançant des projets de recherche innovants, pertinents au sein d'Orange, mais aussi sur lesquels il y a des sujets de recherche vraiment intéressants pour des gens en recherche opérationnelle. Et je peux aussi témoigner que pour notre groupe de travail, en particulier l'optimisation des réseaux, tu étais le premier à nous soutenir et à nous aider à créer ce groupe de travail, donc avec David et Almeida de la SNCF. Donc c'était en 2006. Après, nous avons intégré le GDR-RO. Et depuis 2006, tu continues à nous soutenir et à être avec nous. Et la preuve que tu sois aujourd'hui avec nous, c'est une preuve sur la continuité et ton soutien continu. Et pour beaucoup d'entre nous, tu es la preuve qu'on peut avoir une très belle carrière scientifique, avoir des responsabilités importantes dans une entreprise, tout en restant une très belle personne et en gardant de grandes valeurs humaines et en restant humble et très discret. Donc, au nom de tous mes collègues du GDR-RO et de l'Axe Rest, je te remercie d'être avec nous, Adam, et je te laisse la parole. Sonia, pour cette introduction. Je ne me suis pas reconnu forcément. En tout cas, merci pour cette invitation. Merci aussi à Nancy Perrault, qui est un collègue de travail qui m'a proposé de faire cette intervention. Donc, et puis merci à vous d'être là. Donc, j'ai choisi de ne pas parler d'un problème particulier, mais plutôt de vous donner ma vision un peu de quelques méthodes d'optimisation non différenciables. C'est ma vision à moi et que je voudrais me challenger, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de partager son intuition, d'avoir des réactions éventuellement contraires. Donc, c'est bon, ça se voit en clair aussi? En fait, c'est pour un groupe de travail, donc, que ce soit en réseau, en énergie, en transport, en service, je ne sais pas ce que vous mettez dans le service, mais toujours est-il que en réseau, transport et énergie, vous rencontrez souvent de problèmes comme ça, vous cherchez à maximiser une fonction que je vais supposer ici avec la variable étant dans un ensemble S que je suppose arbitraire, donc on peut avoir des contraintes d'intégrité éventuellement. Et puis donc avec des contraintes que j'ai écrites ici sous la forme d'égalité, juste pour mon besoin. Donc ce que vous faites éventuellement, c'est d'affecter les multiplicateurs de Lagrange à vos contraintes intégrées, donc de la Lagrangienne sur cette forme-là, H de Z, moins la somme X, J. Donc avec ces multiplicateurs, donc avec ces multiplicateurs, vous définissez ce qu'on appelle la fonction duale. Et sans aucune autre hypothèse, vous avez cette relation de dualité faible qui vous dit qu'en fait la valeur que vous cherchez là-haut avec votre problème est toujours plus petite que donc minimiser votre fonction duale.
que nous connaissons tous sous le nom de problème dual. Donc il peut être intéressant donc, de regarder plutôt ce problème dual, plutôt que le problème initial, et même sous certaines hypothèses, il peut y avoir égalité. Donc en d'autres termes, vous pouvez passer par le dual pour trouver la valeur optimale de ce que vous cherchez. Donc je vais supposer que, en fait, comment je peux masquer ce truc-là? Donc je vais supposer que lorsque j'ai une variable duale, qui m'est facile de calculer donc voilà, la valeur de la fonction duale en ce point. Et en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que si zx désigne la solution ici de ce problème de maximisation, on a cette inégalité-là, et vous reconnaissez un peu l'inégalité des survaleurs. Donc pour la suite, je vais considérer donc un problème comme ça, sans contrainte. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré précédemment. Et je vais faire une hypothèse qui est la suivante. Il existe une procédure qui est sans doute informatique, qui est capable, lorsque je lui donne une solution, de me redonner la valeur de la fonction en ce point et en sous-valeur. Okay. Donc avec cette hypothèse, en réalité, la fonction f peut s'écrire comme le supplément de tous les hyperplans qui minorent la fonction. Ça, c'est un résultat que vous pouvez trouver dans le bouquin de Rockefeller ou dans le bouquin de Héritier Claude de Montchal. Donc ici, voilà, on ne connaît pas souvent f sur cette forme, mais voilà, pour le donner, je vais vous montrer en quoi c'est utile. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de vous faire un petit rappel de méthode que vous utilisez souvent standard, vous allez vous reconnaître. Ensuite, enfin, vous verrez au fur et à mesure de mon exposé comment j'ai imaginé mon propos. Donc, avec une infinité d'hyperplans, je ne peux rien faire. Une infinité. Donc, par contre, je peux me dire que je limite le nombre d'hyperplans à un nombre k plus 1. J'ai mis 0 k. Donc, vous avez cette fonction-là que nous connaissons tous comme le modèle de l'emploi. Donc, avec cette fonction, je peux faire quelque chose. Cela, c'est quelque chose qui est tangible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction, en fait, sous-estime ma fonction initiale. Et en plus, elle est sur les points qui constituent mon échantillon, il y a égalité. Et puis, en fait, le sous-différentiel que j'ai calculé aussi, le sous-différentiel de ce modèle. Okay. Donc, si au lieu de ma fonction initiale, je minimise cette approximation, j'essaie d'approcher mon problème. Et donc, minimiser donc, cette approximation-là, c'est ce que nous connaissons, enfin, ça peut s'écrire aussi sous forme d'un programme linéaire, donc pour lesquels les outils existent maintenant, donc c'est assez facile à faire. Et si je désigne par WK Z plus 1 la solution, on sait qu'il y a égalité, donc le WK en fait représente la valeur de mon approximation à la solution, et ça fournit une bonne inférieure à ce que je cherche. Donc, en réalité, l'erreur que je commets en considérant ce problème, c'est en fait, voilà, plutôt, si vous avez plutôt une égalité entre la fonction initiale et son approximation, en réalité, vous avez l'optimum, parce que ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'en fait, f de zk est plus petit, puisque fk, l'approximation minimise le f, donc ça veut dire que f de zk est plus petit que f de x quel que soit x, et donc vous avez l'optimum. Donc en réalité, l'erreur qu'on commet, c'est en fait la différence entre f de zk et la valeur de l'approximation en ce point-là. Mais en réalité, vous pouvez en fait calculer la bande supérieure que vous avez en fonction de tous les points que vous avez générés. Et comme vous avez une bande inférieure ici, vous avez un gap. Et si le gap est plus petit que ce que vous voulez, vous avez votre solution. Donc cette méthode, c'est celle que nous connaissons tous sous la qui s'appelle Pelé. Maintenant, on colle chez Nicolson parce qu'apparemment, ils auraient proposé cette méthode en même temps. Au lieu de Pelé, on colle cette méthode. Donc, c'est pas trop compliqué. Donc, vous commencez par un point quelconque. Vous formez votre approximation, vous minimisez.
Donc vous calculez, puisqu'il y a l'oral qui permet de le faire, donc vous envoyez votre point à l'oral, puis on voit la valeur de la fonction en se point soutenant, et vous mettez à jour votre gap, et voilà, si c'est plus petit que certain epsilon, vous arrêtez, sinon. Alors, le problème avec cette méthode, c'est que dans la plupart des cas, ça peut marcher. Dans la plupart des applications qu'on a, ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Mais en fait, avec ce petit exemple que j'ai récupéré du bouquin de guérilla et de maraîchage, on peut vous montrer que ce n'est pas forcément une bonne méthode. Donc, je considère ici cette fonction 1 demi de x carré, que je vais minimiser, parce que solution est évidemment c'est 0. Okay. Donc, je suppose que je parle de la solution 1, okay, et que la prochaine solution que j'ai générée, c'est moins epsilon de epsilon est plus petit. Donc vous avez les deux blancs points là qui viennent de ces deux points là. Et si je minimise en tout cas l'approximation formée par ces deux blancs points, en fait ça revient à trouver quel est le point où les deux intersectent ici. Okay. Donc bon, je vous passe un calcul, voilà ce qu'on obtient. Donc c'est 0,5 moins 0,5 epsilon. Donc imaginez que epsilon soit 10 puissance moins 14. Donc je suis proche de l'optimum avec y2. Et pourtant la solution suivante s'en éloigne, puisque ça va faire à peu près 0. Okay. Donc c'est pas une bonne méthode. Vous êtes proche de l'optimum, mais les littérés dessus s'éloignent de l'optimum. Donc là c'est un tout petit exemple que vous pouvez imaginer à un moment donné. Vous vous dites, pourquoi ma méthode ne s'arrête pas? Parce que ça fait un truc comme ça. Et donc, il y a eu des tentatives pour corriger un peu le défaut de cette méthode. Donc, je signale ici deux auteurs que je connais, donc Walid Benabel et José Neto, qui travaillent à l'école sur Paris. En fait, ils se sont dit que ce n'était pas que le défaut venait du fait qu'en fait, on prend un point extrême de ce qu'on appelle en fait un ensemble de localisation dessus. Et qui serait beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a un point intérieur dans cet ensemble de localisation et de faire une combinaison convexe entre le point extrême et le point intérieur. Donc, ce qu'ils ont montré sur certains exemples, c'est que ça permettait d'accélérer la périodicité. Et enfin, l'idée de Bourdieu et ses collègues aussi, à peu près c'est pareil. Ils ont pris la méthode de génération de colonnes, pratiquement la même chose. Seulement, le point intérieur, ils le calculent avec une méthode de point intérieur, mais qu'ils arrêtent très tôt. Ce qui fait qu'ils sont effectivement à l'intérieur de l'ensemble de localisation. Alors, en fait, pour corriger ce défaut de la méthode de Péry, il y a ce qu'on appelle la stabilisation ou la régularisation. Et donc, je vais vous montrer donc, une première façon de faire en introduisant ce qu'on appelle la régularisation de Moreau-Yosida. Donc, qui en fait se définit, comme je l'ai dit là, la fonction f est là, vous ajoutez un terme quadratique. Évidemment, je complique les choses. Donc, je cherche à utiliser f, mais j'ajoute un terme quadratique pour essayer d'utiliser ça. Donc, si vous arrivez à le faire, la solution de ce problème est ce qu'on appelle le point proximal de x. Relativement ici au paramètre de pénalité. Ce qui est intéressant avec cette fonction, c'est qu'elle est différentielle. Elle est convexe. Elle sous-estime aussi la fonction, c'est-à-dire que c'est aussi un estimateur inférieur. Et quelque chose qui est aussi intéressant que je vais utiliser par la suite, c'est qu'elle est déficit continu de rapport. Alors, elle a aussi d'autres belles propriétés. C'est que, en fait, toutes ces propriétés qui sont là sont équivalentes, en ce sens que si x minimise f, donc ce que je cherche, en fait, ça revient aussi à lui que x minimise ce f, cette fonction. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que au lieu de minimiser f, si je peux minimiser f, grand f de mu, c'est encore mieux. Par contre, ce qu'on va beaucoup plus utiliser ici, c'est plutôt la propriété 2. C'est-à-dire que x est un point fixe. Si L est égal à son point proximal, en fait la solution. Et c'est cette propriété en fait que tu utilises la méthode de point proximal.
Elle a été obtenue de façon, enfin pour moi un peu compliquée. C'est normal en fait. Lorsque vous cherchez à minimiser f, vous cherchez ce qu'on appelle le zéro du sous-différentiel, c'est-à-dire trouver un x tel que 0 appartient au sous-différentiel de f en x. Et le sous-différentiel d'une fonction, c'est un opérateur maximal monotone. Donc on peut appliquer ce que les mécaniciens utilisaient pour trouver le zéro d'un opérateur maximal monotone, en définissant ce qu'on appelle le solvant d'un opérateur maximal monotone, qui est non expansif et qui permet de trouver un point fixe. Okay? Le point fixe, c'est un peu le point tel qu'il est égal à son point maximal. C'est comme ça que ça a été proposé initialement par Raphaël, donc dans son papier en 1976. Et donc ça s'écrit comment? Donc vous commencez par un document, vous cherchez le point proximal de ce point. Si jamais il y a égalité, vous arrêtez, puisque c'est ce qu'on dit le théorème du document. Sinon vous faites pas pour remplacer ce point par son point proximal et vous recommencez. Au bout d'un certain nombre d'itérations, normalement, vous pouvez le trouver. Parce que c'est quelque chose qui ne s'étend pas, au contraire, ça arrive. Donc vous arrivez à résoudre votre problème. Alors j'ai supposé jusqu'ici que mu était fixé, mais en fait mu peut varier à chaque étape. Et la convergence sur cette méthode a été démontrée avec ce que je vous ai dit là, la rencontre sur les français. Mais en fait, moi je peux retrouver cette méthode de façon simple. Un peu plus simple, disons. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que ma fonction était différentiable et que si je minimisais un peu cette fonction, c'est comme si je résolvais mes problèmes initiaux. Donc étant donné que j'ai une fonction qui est différentielle, je vais appliquer la méthode de gradient. Okay? Alors elle s'écrit comment? Je parle d'une fois que je prends quelqu'un, je calcule le gradient à son point. Si le gradient est nul, j'ai ma solution. Si ce n'est pas nul, je fais un pas dans la direction opposée du gradient. Et c'est ça mon théorème sur. Donc, quand je dis je calcule le gradient, étant donné que le gradient s'écrit comme ça, en fait, calculer le gradient revient en fait à calculer le point proximal. Dire que le gradient est nul revient à dire qu'en fait, ISK est égal à son point proximal. Okay. Donc, en réalité, si je prends. J'ai oublié de changer ici, donc c'est bien HK ici. Donc, si je prends comme pas dans la direction opposée au gradient un seul but, donc le constant de diffusif, en réalité, cette mise à jour revient en fait à prendre le point proximal. Okay. Donc, en fait, la méthode de gradient appliquée à la fonction de Moreau originale, c'est exactement la méthode du point proximal. Donc, on peut retrouver ça comme ça. Okay. Bon, à la différence près que, juste ici, j'ai supposé que mu était constant. Parce qu'en fait, si je fais varier mu, j'ai une succession de problèmes en fait, auxquels j'applique un seul pas de mu, ce qui n'est pas la même chose. Donc là, j'ai supposé fixer. Donc ça veut dire qu'il faut quand même imaginer comment on pourrait montrer la convergence si on passait à cette approche. Mais bon, je trouve que la méthode de proportionnelle avec c'est tout à fait clair. Alors, on a un problème. C'est comment calculer le point proximal. Parce que ça revient à utiliser f plus un tel point ce qui est compliqué. Par contre, on peut utiliser le modèle plan qu'on a vu initialement, donc en remplaçant f par ce modèle ici. Et donc on obtient le point proximal relativement au modèle. Et donc je note ici l'écart entre la valeur de la fonction initiale dans ce point moins la valeur de l'approximation. Et en fait, ce point proximal ici est en fait une approximation du point proximal initial dans ce sens qu'on a cette inégalité. Bon, ça se montre assez facilement, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc vous voyez que si jamais cette différence-là était très petite, j'ai en réalité mon point proximal. Okay. Donc je peux passer par le modèle pour essayer de trouver mon point proximal. Donc c'est ce que je dis là. Je dirais que c'est une bonne approximation. Si j'avais une fixe un epsilon, il dit que cette différence entre les deux valeurs est très petite. Et donc ce qui se passe dans la méthode de faisceau, ils prennent epsilon car sur cette forme,
Ce qui fait que la condition que je pose là, c'est écrit sur cette forme. Et on reconnaît en fait ce qui permet de dire qu'on a fait un pas de descente dans les méthodes de faisceau. Donc cette contrainte-là, en fait, c'est ça, et c'est ce qu'on retrouve dans la méthode de faisceau. Donc, ça veut dire quoi? En fait, la méthode de faisceau, ce n'est qu'une mise en œuvre informatique possible de la méthode du monde principal. Donc, on le retrouve autrement. La méthode primale des faisceaux, c'est en fait une mise en œuvre possible de la méthode du monde principal. Donc, généralement, c'est plutôt présenté sous cette forme. Donc, vous avez des palules qui en fait essaient de calculer une approximation du point principal. Et vous avez des passes qui effectuent la mise à jour en fait, du point principal. Donc, ça peut souvent être écouté. Alors, il y a des variantes. Donc, je vous rappelle le problème quadratique qu'on va résoudre. Donc, c'est celui-ci. Ça, c'est un problème quadratique. Hein. Il y a des outils pour ça, c'est que vous le faire facilement. Vous avez même aussi des méthodes qui ont été spécialisées pour ce genre de fonctions, les équations types, donc partielles ou en tenue donc, vous avez des variantes parce que si ici on interprète en fait FK de x ici comme étant la dualisation du contrainte de cette forme, plutôt, vous pouvez dire que ce problème-là en fait est équivalent à un problème de projection si on a ça. C'est ce qu'on appelle le level stabilisation. En fait, il a été aussi montré que il existe en fait, si vous, on peut appliquer en fait le même raisonnement que je viens de faire ici en pensant que ça aussi c'est la dualisation d'une certaine contrainte, donc vous pouvez retrouver ça. Après, il est montré qu'en fait, il est possible de trouver un rho et un but tel que la solution de ce problème soit exactement la solution de ce problème. Donc ça, vous trouvez ça dans le cas. Et puis récemment, il y a Oliveira et Solodov qui ont proposé en fait une double stabilisation. Donc vous ajoutez les contraintes de niveau à ce problème. Donc ça, c'est la variante. Alors, il y a des méthodes qui sont moins connues, qui sont des méthodes de centre. Et en fait, si vous prenez un polyèdre que je suppose coordonné ici, vous avez ce qu'on appelle le centre de Chebyshev, qui est en fait le centre de la plus grande sphère que vous pouvez inscrire dans votre ensemble, dans votre polyèdre. Ce n'est pas très compliqué à calculer, c'est pratiquement un problème linéaire, donc c'est maximiser un certain sigma qui donne le rayon en fait, de cette sphère avec des contraintes aussi linéaires. Okay. Et l'autre centre qui est utilisé aussi pour proposer une méthode de non-différentielle, c'est ce qu'on appelle le centre analytique, qui consiste en fait à essayer de trouver le point qui va s'écarter le plus possible de tous les côtés de votre polygone. Par contre, c'est un centre géométrique, en ce sens que si je rajoute une contrainte qui existait déjà, qui est par exemple parallèle, ça ne change rien au polyèdre, mais par contre le centre analytique va bouger. Et donc, ce n'est pas un centre géométrique. Alors, il y a d'autres types de centres qui sont proposés, mais qui sont un peu plus compliqués à calculer. Et donc, rarement, vous verrez des méthodes utilisant mettant en œuvre ce genre de centre. Donc, les deux méthodes qu'on peut voir, c'est la méthode de Zingambo, que moi j'ai découvert quand je faisais mon poste occasionnel. Donc, qui calcule en fait le centre de Chebyshev de l'ensemble de localisation. Donc, vous avez, j'ai un niveau L ici, et j'essaie de trouver le point de le centre de Chebyshev de la part de l'épigraphe de la fonction approximation qui est en dessous de ce niveau-là. Donc, en appliquant ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, ça devient ce problème linéaire qui est là. Et donc, si jamais le rayon est nul, c'est que vous avez trouvé votre solution. Et le centre analytique.
utilise plutôt le sens analytique, tout cet ensemble de localisation. Donc, ça s'écrit comme ça. Vous avez les références ici. Le sens analytique a été longtemps étudié par Jean-Philippe Vial, ses collègues. Jean-Philippe Vial, il a fait des postdocs avec lui, avec Olivier, ça doit lui rappeler dessus. Donc cette méthode, il faut la faire revivre, je pense. Tellement. Donc sur le plan de schéma, en fait, je résume ici un peu toutes ces méthodes. Donc la méthode Kelly, on va prendre ça comme solution. Le centre de Tchétchénie, ça va essayer de trouver le centre de la grande sphère qu'on peut inclure dans l'ensemble de localisation. Et le centre analytique, c'est un point quelque part à l'intérieur. Je ne sais pas comment le trouver, mais je l'ai dit quelque part à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui résume bien un peu l'ensemble des méthodes que nous avons. Alors, j'étais surpris de voir que la méthode des Zingamon n'était pas ici utilisée. Je me suis demandé pourquoi. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Intuitivement, que ça pouvait mieux marcher. C'est-à-dire que ça a été réglé, que je vous ai montré là. Le plan, ça avait moins d'effet. Le plan coupant avait moins d'effet sur la boule que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, je me disais intuitivement que ça devait mieux marcher. Donc, quand j'ai rejoint France Télécom, je ne sais plus si ça s'appelait comme ça ou si ça s'appelait des Orange. Non, il y avait le déclinateur. Donc j'ai commencé à m'intéresser au problème de dimensionnement du réseau sous incertitude. C'est-à-dire que généralement quand on veut dimensionner sur le réseau, la demande on ne la connaît pas, soit on la sous-estime et donc on va rejeter des demandes, soit on la surestime et dans tous les cas on va être là. Donc il fallait trouver comment dimensionner mieux son réseau. Donc la façon la plus simple, c'était de se dire, on a un certain nombre de scénarios de demande et on va essayer de trouver la solution qui se comporte le mieux par rapport à tous ces scénarios. Alors, se comporter le mieux, c'était quoi? Moi, je ne suis pas cassé la tête, j'ai pris des modèles qui étaient proposés par Véliciliou, enfin, qui sont des problèmes de masse que je vous mets là. Et tous ces problèmes étaient non différenciables. C'était assez simple. La première chose que j'ai faite, c'était de coder Kelly, ce que je vous ai montré pour résoudre ce problème. Et je me suis rappelé de cette méthode de développement. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de la mettre en œuvre pour vérifier l'intuition que j'avais qu'elle devait mieux marcher. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, moi, le problème test que j'ai fait, elle marchait mieux que les autres. Ce que je vous ai mis ici, c'est le nombre d'appels à l'oracle qu'effectue chacune de ces méthodes-là. Donc il faut savoir qu'en fait, l'oracle ici revient à résoudre autant de problèmes de multiflow qu'il y a de scénarios de demande. Donc c'est pas grave. Et donc dans tous les cas, dans tous les problèmes que j'avais considérés, Elzinga m'a donné moins de. Enfin, faisait appel à l'oracle moins de fois que Kelly et même dans des problèmes avec 1000 appels, Kelly n'a pas réussi à résoudre. Je me suis donc dit que cette méthode est intéressante, mais elle a un défaut. C'est que l'ensemble de localisation, il faut qu'elle soit conforme. Donc il faut que je corrige ce défaut. Donc, alors, j'ai proposé un papier sur lequel je vais revenir. Donc je suis parti de la définition de la fonction f que j'ai donnée dès le départ. Donc en réalité, quand on cherche la solution optimale, en fait, elle est plutôt dans cet ensemble ici avec une infinité de contraintes. Okay? Donc, puisque f se remet pour tous les interplans qui la dénotent, en fait, en réalité, ce qu'on devrait appeler ensemble de localisation, c'est cet ensemble-là. Et celle qu'on considère généralement comme ensemble de localisation, en fait, c'est une approximation extérieure du vrai ensemble de localisation. Donc, si je souhaite calculer le centre de Tchétchéniev de ce vrai ensemble de localisation, je me retrouve avec un problème semi-infini, puisque j'ai un nombre fini de variables, un nombre infini de contraintes. Okay? Donc, c'est compliqué, hein, donc je ne sais pas faire.
Et en réalité, j'ai réussi à montrer que, en fait, alors, du moment cette première contrainte comment on dit, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il y a égalité à la première. Ce qui me permet de diminuer en fait la variable R et de réécrire mon problème comme ça. J'ai ici éliminé R, et en fait, donc, le R qui est éliminé me donne ce 1 qui est là. Donc si je fais le rapport, j'ai un problème comme ça. Donc ce qui permet en fait de minimiser les fonctions. Bon, ça c'est pas moi qui ai donné ce cours. Je ne suis pas aussi prétentieux pour faire ça. C'est Anthony Fantoni qui a donné donc, nom à cette fonction, qui a des propriétés relativement intéressantes, en ce sens que les points qui dépassent, quand je fixe mon niveau qui dépasse, ne m'intéresse pas du tout, parce qu'en fait cette valeur prend une valeur positive, elles ne sont pas intéressantes. Parce que comme je vais chercher à minimiser cette fonction, ceux qui sont intéressants, c'est ceux pour lesquels elle est négative. Donc, si jamais vous avez donc la valeur de la fonction qui est plus petite que votre niveau, en réalité, vous êtes possible de réduire la valeur de la fonction par le diamètre de la sphère que vous avez inscrit dans votre... Ce qui est intéressant, vous imaginez, par le diamètre. Donc, je suis à ce niveau-là. J'arrive à trouver un point pour lequel cette fonction est négative, je réduis la valeur de la fonction avec le diamètre de la sphère que j'ai bien sélectionnée. Et puis évidemment, c'est cette grosse qu'on a montré tout à l'heure, c'est que en fait, vous minimez votre fonction. Donc on peut imaginer un algorithme ici que je viens abstraire, parce que en fait, minimiser cette fonction ici est compliqué. Donc vous partez de n'importe quel point, donc ici par votre niveau à la fonction à ce point. Donc vous minimisez votre fonction, cette fonction-là, si elle est nulle, vous arrêtez, sinon vous remplacez. Elle n'est pas la valeur que vous avez obtenue. En plus, vous avez réussi à réduire votre valeur de la fonction par le diamètre central de la sphère. Malheureusement, impossible de calculer cette fonction. Mais, encore une fois, il faut utiliser la science de tout à l'heure. J'ai une infinité de groupes, mais si je me limite à un nombre fini, je sais manipuler ça. Okay. Donc, au lieu de minimiser cette fonction qui a une infinité de composantes, je vais minimiser celle-là. Et donc, en réalité, si on se limite à la minimalisation de cette fonction, vous retrouvez en fait la minimalisation des intervalles. Et moi, ce que j'ai proposé de faire, c'est de plutôt utiliser en fait un pas maximal, donc en utilisant la régularisation de Moro-Yoshida de la fonction dont je vous ai parlé. Mais cette fois-ci, plutôt calculer d'approximation de ce problème en utilisant cette fonction-là à la place de la vraie fonction ici. Donc ce qui revient toujours à un problème pour lequel j'essaie de traiter. Et donc, ça m'a lu à un papier qui est sorti dans je ne sais pas où j'ai mis la référence. Elle doit être le précédent. Ah non, je vais la trouver. Voilà. Donc, le papier est sorti en 2009. Et donc, cette méthode que je propose, en fait, est que la méthode des faisceaux et la méthode de Kelly. Alors, je vous montre ici quelques résultats numériques que j'ai testés, ainsi que des problèmes de la littérature. Ce qui est intéressant à définir, c'est que parmi ces problèmes, en fait, qui étaient beaucoup plus utilisés pour tester toutes les méthodes d'optimisation non différentielle, je pense qu'il y en a qui ne sont pas compliqués, puisque Kelly et évidemment, il y a ce problème qui s'appelle Maxel, qui a seulement fait un variable. En 3 itérations, elle trouve la solution. En plus, de façon exacte. Ok, alors la méthode de faisceau et la ligne, par exemple, mettre un peu plus de temps, même si elle trouve la solution. Par contre, et là c'est intéressant, la régularisation apporte quelque chose. Parce qu'on peut se demander pourquoi mettre un terme quadratique, qu'est-ce que ça apporte vraiment chez lui. Sur ces problèmes de TSP qui sont obtenus par la dualisation de problèmes proposés par LLK, les deux méthodes n'arrivent pas
améliorer en fait, les solutions initiales. Alors qu'avec la régularisation, on arrive à résoudre un certain nombre de problèmes, sauf le dernier qui est un vrai challenge, en tout cas pour l'utilisation référentielle. Donc vous voyez, en tout cas, quand je mets le diable ici, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'amélioration de la solution initiale en mis appel à l'algorithme. Donc la régularisation apporte quelque chose, c'est pas juste cosmétique. Bon, je vais aborder enfin la dernière partie de mon exposé avec ce qu'on appelle les phases proximales méthodes. Enfin, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Donc, en utilisant ce que j'appelle la suite de Nesterov, qui est une suite de réels, qui se décline comme ça, on commence par 1, et puis on met à jour les suivantes avec cette formule. Donc, Nesterov a montré qu'en fait, en utilisant deux suites, qu'on pouvait accélérer la méthode de gradient pour optimiser une fonction différentielle. Et donc, au lieu de prendre de faire le pas de gradient, normalement, si on devait utiliser, on utiliserait ici YK et aussi YK. Donc, il propose de prendre en fait, en compte une mémoire de ce qui s'est passé dans les itérations précédentes. Donc, avec ce facteur-là qui est issu de sa suite. Ce qui montre, c'est que en fait, le pas HK ici peut être obtenu pas par Peugeot, dans le cas de façon classique en cherchant une chercher linéaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré cette complexité. Non, ce n'est pas vraiment exactement ce qu'il a montré. Dans le domaine initial de Nesterov, ici c'est 4. Et Beck et Coulomb ont montré qu'on pouvait réduire la complexité à 2. En fait, dans la pratique, ça ne change pas grand-chose. 4 ou 2, c'est pareil. Ce qui est important, c'est plutôt ici, le cas plus au carré. On ne peut pas faire plus que ça. C'est l'optimal pour quelle que soit la méthode de premier ordre, on ne peut pas faire plus que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme ici, ma fonction de Moreau est juste d'un déficient, Nesterov a dit qu'on pouvait prendre comme pas l'inverse de cette constante de l'issuicide. Ce qui fait que donc, quand je fais mon pas de gradient, en fait, ça revient à calculer le point proximal de x. Okay. Donc du coup, la méthode de phase proximale pourrait s'appliquer comme ça. Donc c'est un peu différent de la méthode proximale juste avec ce momentum ici. Et si on regarde, je ne sais pas si vous avez entendu parler de méthodes inertielles, proximales inertielles qui sont regardées par Touche et ses collègues à Montpellier. En fait, si je varier qui, d'un point de vue informatique, serait intéressant, on retombe sur une classe, cet algorithme entre dans la classe de ce qu'on appelle les méthodes inertielles, qui utilise une forme plus générale que alpha-K mais qui contient alpha-K de Nesterov. Et Euler, en tout cas, avant ces travaux-là, avait effectivement aussi exploité les travaux de Nesterov. Et puis ce qu'il propose, c'est de rajouter un second terme. Et avec ce second terme, il arrive à réduire la complexité. Donc vous vous rappelez ici, c'était 2. Il arrive à faire effacer 2. Moi, dans mes expériences, je n'ai pas toujours trouvé d'intérêt à ça. Je n'ai pas vu que ça apportait quelque chose. Ce n'est pas tellement étonnant parce que la complexité, après tout ça, exprime une sorte de pire cas. Et les bornes qu'on a pu trouver avec eux, c'est ce qu'on a pu trouver. Mais c'est rien ne dit que, en fait, que si un jour on ne pourrait pas revenir à ça. Donc, pour la mise en œuvre, j'ai encore un point proximal à calculer. Donc, je sais comment le faire avec l'approximation de la fraction. Donc, je peux proposer cette méthode-là. Au lieu du vrai point proximal, je calcule plutôt le point proximal de l'approximation de la fraction. Et donc, j'itère comme ça jusqu'à ce que en fait, la différence entre la valeur de la fonction f et son approximation soit le plus petite possible. Et je fais ma mise à jour. Alors, ce que j'ai pu montrer, c'est que la convergence, cette fois-ci, du fait qu'on calcule des points proximaux approximatifs, ça induit une erreur en plus qui est là.
donc qui accumule les erreurs que vous faites à chaque itération. Et en fait, c'est pas trop compliqué parce que quand je regarde l'erreur que je fais à l'étape K, j'ai pu montrer qu'elle était prendre. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, c'est déjà ça, parce qu'il ne faut pas pas. Et les poids initiaux tendent vers 0 quand K tend vers l'infini, ce qui veut dire qu'au début, vous pouvez vous permettre de faire pas mal d'erreurs, c'est pas grave. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'algorithme, elle ne compte pas. Les erreurs que vous avez faites initialement ne comptent pas, elles disparaissent. Et si vous êtes exigeant, c'est-à-dire que si l'erreur que vous faites est en haut de I puissance alpha pour un certain alpha donné, alors l'erreur est sous la forme 1 sur 4 carré. Enfin, prend cette forme. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Celle-là aussi étant vite vers 0. Oui, presque tout. Et donc, si vous êtes très exigeant en alpha simplement supérieur à 1, vous avez en fait la complexité initiale en K carré. J'ai montré aussi que, étant donné qu'on peut se contenter d'erreurs enfin grossières au début, qu'on peut en fait se contenter de faire juste un certain nombre de pas en calculant l'approximation du point proximal. On n'est pas obligé d'aller au bout. Okay. Et puis on enregistre juste l'erreur qu'on a faite. Et comme on sait qu'au fur et à mesure qu'on avance, ces erreurs disparaissent, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc, j'ai presque fini. Là, je vous montre, en fait, la motivation de ce travail venait du fait que j'étais un peu embêté avec la mise à jour du point du paramètre de pénalité. Généralement, maintenant, nous sommes tous habitués à avoir des boîtes noires, vous avez des algos, vous leur donnez votre truc et ça sort, vous n'avez rien à tuer. C'est ça qui m'intéressait. Est-ce que c'était possible d'avoir une méthode d'optimisation non différentielle que je ne vais pas tuner, dont je ne vais pas chercher à tuner des paramètres? Donc je voulais un paramètre fixe. Et ça, c'est possible, puisque en fait, ici, ce que je voulais montrer, on peut j'ai fait la comparaison avec la méthode des faisceaux, où j'ai fixé mu égale à 1, c'est le côté. Et donc, ce que vous pouvez voir, la méthode des faisceaux avec ce paramètre-là n'est pas, c'est pas étonnant, très bon, comparé à cette partie d'ici qui applique un paramètre mu fixé à converger. Et je pense que c'était un modèle transparent et juste. Merci beaucoup Adam pour cette très belle présentation. Et nous avons maintenant deux petites questions sur l'environnement audio. Alors moi j'ai une question sur slide 28 en fait que tu présentais le thème dynamique. Je voulais te demander par rapport à ton expérience sur ces différentes approches et particulièrement sur le questionnaire de réseau. Est-ce que tu as détecté des structures de problèmes qui font qu'il y aurait par exemple dans les sociétés qui marcheraient mieux sur cette structure-là ou structure de problème, ce serait plutôt qui est basée sur en fait, c'est difficile de répondre à cette question. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc, dans la méthode de faisceau, vous avez un problème relatif avec cette approximation de votre fonction et le thème relatif. Donc, qui fait que vous voulez rester à côté de la meilleure solution que vous avez obtenue durant les itérés précédents. Et ce paramètre est très difficile à calculer. Donc, la seule façon que j'ai trouvée qui marche, c'est une heuristique qui a été proposée 4 pas qui viennent. Bon, c'est une heuristique après tout. Et donc, il n'y a rien qui dit que lorsque vous avez un problème, ça marche. La seule chose, c'est que par rapport à quel est, autant utiliser des choses, parce qu'un problème n'est pas plus difficile qu'un problème de lumière. Parce qu'on peut se penser que voilà, le fait d'avoir un thème relatif, c'est compliqué. Donc, ça utilise les mêmes ingrédients pour résoudre un problème linéaire. Donc, autant par question problème relatif, qui a en plus la propriété d'avoir une solution de chaque fois.
ce qu'on appelle un oral, par exemple, de performance. Et donc l'approche sur des chipsets, et enfin, je vois bien que dans les méthodes de manuel, c'est pas un problème. Et dans les méthodes de chipsets, ça reste un problème. Non, c'est pas un problème. On peut utiliser exactement les mêmes façons d'éliminer les coûts. Parce que c'est pratiquement la même structure, seulement il y a une mise à l'échelle avec la norme du gradient là, qui est en bas, qui apporte encore quelque chose de plus intéressant numériquement. Là, on peut utiliser exactement les mêmes techniques de sélection, de réduction de la taille du faisceau. Enfin, voilà. On peut utiliser les mêmes techniques. C'est ça qui est important pour savoir. Solo, tu avais une question? Non, là, enfin, c'est des problèmes de tests qui sont connus dans la littérature de l'optimisation non différentielle. Ce que j'appelle ici, c'est en fait un problème dual qui vient de ce papier-là. Exactement. Oui, c'est ça. Et je ne saurais pas te dire. Non, je ne sais pas. Je sais pas regarder. En fait, les nombres qui sont collés là donnent le nombre de villes, en fait. Et plus tu en rajoutes, plus c'est vraiment compliqué. Voilà. Il y avait derrière les insertions PSP, les composés dans les variables. On va avoir linéaire en nombre entier, linéaire en nombre entier, mais on s'en fout que ce soit. Non, c'est pas ça. Et ma question inversante, c'est est-ce que tu es capable de traiter des nombres entiers? Non. Non, c'est pas fait ça. C'est un peu la première page que je montrais justement avant que je disais SR. Ce que ça peut te permettre de faire, c'est d'avoir une borne. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Si on rajoute des strates, un problème hermétique, est-ce que le problème devient plus compliqué? Non. Tant que ça avec pas plus compliqué. Merci beaucoup.